La suite du grand Likita, c'est avec Anissé Mobé Fonciama, toujours dans cette actualité qui concerne Congo-Kinshasa. Monsieur Anissé Mobé, bonjour. Bonjour et bonjour aux amis téléspectateurs et aux amis auditeurs de Radio Mangembo. Évidemment, Anissé Mobé, il y a quelque temps, vous avez fait une contribution à l'Express.fr où vous avez écrit « Kabila craint d'être pris à son propre piège », un article publié dans la foulée des élections de 2011 et récemment, en février 2014, vous avez écrit un deuxième article, Kabila, tel est pris qui croyait prendre. À la lumière des derniers événements de ces manifestations qui ont presque tourné à l'émeute, n'avez-vous pas l'impression d'avoir été un peu dévin? Oh, pas tellement devin, mais tout simplement citoyen congolais. Et un citoyen, c'est toujours un esprit avisé, un esprit averti. Et deuxièmement, le journaliste, ce n'est pas un homme des systèmes, c'est un esprit libre et critique. C'est un greffier qui doit toujours noter les événements de son époque pour que la mémoire ne se perde pas. Et enfin, moi j'ai une conception intellectuelle de l'universitaire, c'est-à-dire que l'universitaire doit toujours aller au-delà des apparences, donc aller en profondeur de choses. Et donc, lorsque j'ai écrit ces deux tribunes-là, donc de 2011 notamment au moment des élections, et puis en 2014, c'était au moment, dans la foulée, après les concertations nationales. Alors justement, l'intellectuel, c'est toujours d'aller au-delà de l'événementiel, au-delà du conjoncturel pour aller à l'essentiel, au structurel. Donc voilà pourquoi j'avais écrit ces deux tribunes-là. On se rend compte qu'aujourd'hui, donc j'ai eu raison. Non pas parce que je suis devin, mais tout simplement parce que je suis esprit avisé, esprit libre, esprit critique, c'est-à-dire citoyen exerçant avec beaucoup de conscience critique ses responsabilités d'intellectuel. Alors évidemment, dans votre lecture de la trajectoire de M. Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo, rappelons-le, élu en 2006 et en 2011, et très tôt, vous pensez que les différentes élections en RDC sont des prétextes pour valider les projets des soutiens régionaux de Joseph Kabila. Est-ce que, après 14 ans de pouvoir, Kabila ne s'est pas émancipé à vos yeux? Émancipé par rapport à qui et par rapport à quoi? Je pense que vous avez mentionné donc toutes les élections. D'abord en 2007, dès qu'il a été après les élections, il y a d'autres observateurs aussi qui ont, par exemple, écrit clairement la dangereuse victoire de Kabila. Rappelons-nous qu'il a refusé tout débat contradictoire avec Jean-Pierre Bemba dans l'entre-deux tours. Oui. Ces fanatiques nous ont prétexté que Jean-Pierre Bemba est tellement brutal qu'il est capable de sauter sur le chef de l'État pendant les débats. Alors, si un gouvernement n'est pas capable d'assurer la sécurité du chef de l'État pendant un débat, qu'en est-il alors comment pourrait-il être capable d'assurer la sécurité des millions et des millions de Congolais? Et dans une situation insurrectionnelle, vous voulez dire. Voilà, donc ça c'est un. Et puis deuxièmement, ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas un incident de parcours, ce n'est pas non plus une maladresse. C'est tout simplement, d'abord c'est le résultat de tout ce qu'il y a de multiples contradictions qui ont émaillé l'intrusion, je dis bien l'intrusion de Joseph Kabila dans le champ politique au Congo grâce aux opérations militaires de l'armée rwandaise. Ça c'est un. Deuxièmement aussi, c'est l'aboutissement de toute une stratégie élaborée depuis très longtemps. Il y a eu notamment en 2011 au moment des élections les changements de la Constitution, donc pour passer d'un seul tour de deux tours à un seul tour. Oui. Et puis déjà bien avant cela, rappelons-nous lorsque les critères relatifs à l'âge de candidat, tout ça, on a marché là-dessus. Non, donc il y a toute une stratégie. Tout comme les critères relatifs au niveau des scolaire. Voilà. Donc tout cela, vous l'avez souligné aussi, c'est une démarche, ça fait partie d'une stratégie
élaboré en différents lieux, pas seulement au Congo. Je ne crois même pas que ça a été élaboré au Congo, mais ailleurs, parce que son intrusion... Les soutiens, vous parlez des soutiens son intrusion dans les champs politiques est aussi le résultat des visées, des enjeux géopolitiques régionaux et mondiaux. Et donc, tout cela fait que tant qu'il aura la bénédiction des parrains, donc on pouvait faire la sourdine sur certains aspects et qui fait que voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en arrivons à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais ce n'est pas une mauvaise chose, ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que il y a un acteur inattendu qu'on a méprisé pendant longtemps, c'est le peuple congolais. Non pas comme foule qu'on peut manipuler ou sur qui on peut tirer impunément, mais peuple congolais en tant que communauté politique des citoyens. Parce que n'oublions pas que le champ politique au Congo, c'est une création des Congolais à partir de 57, lorsque nous avons pour la première fois participé à une élection, c'était l'élection municipale. Alors, Anissé Mobé, vous relevez quand même que quelque part, Joseph Kabila est victime, puisque vous parlez, il est dans un piège, ou à la fois aussi manipulateur. Mais c'est quand même grave. Bon, voilà. Il y a plusieurs volets dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a les volets institutionnels, oui. la Constitution qu'il faut changer, qu'il ne faut pas changer. Il y a le volet... Alors, attention, pour vous, c'est-à-dire qu'on aurait adapté nos textes légaux, juridiques, constitutionnels, à la mesure du président Kabila. Bon, justement, vous touchez un point très important, parce que nous assistons à une espèce de recyclage. Oui. C'est comme si Joseph Kabila voulait à son tour incruster dans le pratique politique, dans la vie politique congolaise, cette tare qui vient c'est un héritage colonial depuis 60, cette tendance à l'inconstitutionnalité, je dirais. C'est-à-dire ne jamais respecter la Constitution, déjà... ou à aller à mettre en place des textes de circonstances. Exactement. Alors, vous savez, en 1964, au moment de la conférence constitutionnelle de Loulo-Abour, il y a 2 délégués qui sont à la conférence constitutionnelle qui vont trouver le chef de l'État, M. Joseph Kasavubu, en lui présentant un projet des articles de la Constitution sur l'étendue de pouvoir du chef de l'État. Kasavubu leur répond calmement, il dit attention, il faut élaborer une constitution dans l'intérêt supérieur de la nation et non pour le confort d'un individu. Parce que les constituants à Loulo-Abour, sans doute échaudés par tout ce que nous avons connu comme crise politique institutionnelle en 60, entre Joseph Kasavubu et son Premier ministre, Lumumba, oui, voulaient aménager le statut du chef de l'État de telle sorte qu'il ne soit plus un jour en conflit avec son Premier ministre. Non, Kasavubu a dit non. Il a dit voilà, mais écoutez, et si un jour je ne suis plus là, parole prémonitoire d'un véritable homme d'État. Parce que 10 ans après, en 1974, le président Mobutu nous impose une révision constitutionnelle où il n'y a pas eu de discussion, élaborée et imposée par les membres du bureau politique, où certains articles de la Constitution ne les concernaient pas. Et deuxièmement, où les principes de la séparation des pouvoirs étaient abolis. 1974, 3 ans après 1977, il nous instaure le parti-État. Non seulement le parti-État, mais surtout le président du Conseil judiciaire, qui était Ken Wadondo, qui petit à petit était au-dessus de la Cour suprême. Vous voyez donc, c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes en train de vivre un recyclage, mais un recyclage dangereux. Donc ça, c'est le volet institutionnel. Mais il y a aussi les volets politiques. C'est-à-dire que je l'ai rappelé tout à l'heure, toutes les contradictions qui ont émaillé l'intrusion de Joseph Kabila dans les champs politiques. Ou le parcours du président Joseph Kabila aussi. Mais quel parcours? Oui. Il a un parcours inconnu. Et cela n'a jamais été clairement exposé. Mais ces volets politiques-là, il faut tenir compte de la dimension géopolitique dans laquelle cette intrusion s'est opérée. Et enfin, il y a le troisième volet dans tout cela, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le retour du peuple congolais
dans le champ politique, parce que ce champ politique lui appartient, et c'est parce que les champs politiques nous appartient que dès 60, les Belges et d'autres groupes, notamment les Américains et d'autres grands groupes économiques et industriels, se sont organisés pour régenter la constitution de l'échiquier politique. Donc, parce qu'ils ne pouvaient pas influer sur le champ politique, alors ils confisquent l'échiquier politique. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que le fameux gouvernement de cohésion nationale n'a rien résolu, au contraire, n'a fait que aggraver la crise à la fois institutionnelle et politique, et aussi économique, que nous connaissons depuis X temps. Anissé Mobé, en tant qu'historien, je ne vous l'apprendrai pas, il a toujours été difficile de mettre autour d'une table les sensibilités politiques congolaises. Depuis Kasavubu, rappelez-vous, c'est plutôt du côté de Madagascar qu'on a réussi à mettre les belligérants face à face, et plus près de nous, les premières rencontres de concertation pour mettre en place le 1+4 ont commencé à Addis Abeba, et finalement c'est du côté du Zimbabwe, à Sun City même, qu'on a fini par mettre les belligérants congolais autour d'une table. Récemment, au mois de septembre, les protagonistes de la crise congolaise se sont retrouvés à Washington. Ils ont travaillé ensemble, ils ont échangé. Comment se fait-il que de ce dialogue, avec ce dialogue, on n'ait pas pu éviter la crise que l'on traverse aujourd'hui au Congo-Kinshasa? Bon, alors d'abord il faut apporter un correctif. La crise politique, économique et institutionnelle que nous avons connue en 1960 n'était pas le fait des Congolais. Oui. C'était le fait des pressions, des ingérences étrangères. Nous savons aujourd'hui que le décret démettant le Premier ministre Lumumba a été rédigé par le ministre belge des Affaires étrangères, M. Wigny. Et que les Belges se sont même arrangés pour que les moniteurs congolais soient imprimés en Belgique pour être sûr que les décrets va être repris dans le journal officiel. Et rappelons-nous, et il faut toujours rappeler aux jeunes générations que lorsque le soir du 13 septembre, le chef de l'État Kasavubu est venu à nous annoncer la révocation du Premier ministre Lumumba, sa voix tremblait. On s'est même moqué de lui. On sait aujourd'hui, c'est parce que c'est pas lui qui a rédigé ce décret. Et d'autant que quelque temps, les soirs même, Lumumba aussi est allé à la radio pour le révoquer. Et puis, Lumumba fait savoir que ce décret était nul parce que chaque acte du chef de l'État doit être contresigné par un ministre. Ça n'a pas été fait, et ce n'est qu'après que Bomboko l'a contresigné. Ça, c'est un. Mais il y a eu évidemment Madagascar, comme vous l'avez évoqué, il y a eu Kitona, il y a eu Mbandaka, mais c'est au conclave de Lovanium que la réconciliation a été scellée, que nous avons pu constituer un gouvernement de très large union nationale ayant à sa tête M. Cyril Adoula comme Premier ministre. Donc c'est chez nous, nous sommes en 61. D'accord. Et peut-être que si les hommes politiques se sont rendus à Lovanium, peut-être parce que ils se sont rendus un peu, ils s'est trouvé un peu ridicule du fait qu'au mois de mai, les étudiants se sont réunis là-bas à Lovanium pour constituer l'Union générale des étudiants congolais, l'UGEC. Ils se sont peut-être dit, mais diable, si les enfants arrivent à s'entendre, et pourquoi pas nous les parents, d'autant qu'à l'époque, parmi les personnalités politiques présentes au conclave, il y en a qui ont participé à la table ronde de Bruxelles où c'est à l'initiative des étudiants que les hommes politiques ont constitué les fronts communs face aux Belges. Bon. Maintenant, vous évoquez Sun City et d'autres. Là, effectivement, il faut reconnaître que c'est un recul lamentable. Lamentable. Comment, en 61, nous avons été capables de nous entendre pour nous réconcilier. 3 ans après 64, nous avons été capables de pouvoir nous réunir en conférence constitutionnelle. Et que plus de 30 ans après l'indépendance, nous soyons obligés d'aller à Sun City, que ce soit l'université de Liège qui nous impose un texte constitutionnel. Et que là, récemment, ce soit encore à Washington, où on peut se parler. Oui, mais je me demande quelle était la valeur réelle, quel était l'essence profond de cette rencontre de Washington. Qui a délégué, qui a mandaté ces gens-là qui se sont retrouvés? Bon, il y avait quand même des représentants du gouvernement, le Mende était là, Bochab était là, et le chef du groupe parlementaire de la majorité. Mais la vraie question, M. Anissé Mobé, c'est que aujourd'hui, il y a une nécessité. Toutes les organisations, notamment l'Union africaine,
demande qu'il y ait dialogue. Mais comment faire ce dialogue aujourd'hui quand on sait que c'est très laborieux à mettre en œuvre? Non, c'est pas laborieux. Tout simplement, on n'a pas affaire à des gens sérieux. Puisqu'en 92, nous avons été capables de nous réunir en conférence nationale souveraine. Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'Union africaine qui ont fait pression sur nous. C'est tout simplement une demande sociale émanant des profondeurs de la société civile congolaise, au terme de consultations populaires que le président Mobutu était contraint de faire à ce moment-là. Il a eu tout de suite, comme en 51, lorsque de profondeur de la société congolaise a jailli ces mouvements culturels de prise de parole publique avec des groupes de conscience africaine, Abako en tant que groupe culturel, qui vont se transformer en parti politique, eh bien, en 90-91, le même élan populaire a imposé la tenue de la conférence nationale souveraine en dépit de la violence à l'époque, puisque rappelons-nous le massacre des chrétiens le 16 février. Eh bien, c'est parce que, en tout cas à cette époque-là, de la société civile congolaise ont émergé des personnalités, des gens avisés qui ont été capables d'écouter attentivement les doléances des Congolais, tout comme en 55, 56, 57, il s'est trouvé une fraction de l'intelligentsia congolaise capable d'écouter la population congolaise. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et vous voulez dire qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que, justement, le passé nous instruise? Vous savez, Tocqueville, que vous connaissez très bien, nous enseigne que lorsque l'esprit n'est pas éclairé par le passé, on marche dans les ténèbres. Et les Congolais n'ont jamais voulu marcher dans les ténèbres. Bon, déjà, vous savez, quand vous regardez les images qui passent, on parle de pillards. Mais non, ce ne sont pas des pillards, ce sont des citoyens congolais qui protestent, qui revendiquent, leurs revendications, si leurs revendications, leurs protestations prennent cette forme-là, c'est parce qu'en face, ils se trouvent devant un pouvoir qui ne peut user que de la violence et non d'arguments politiques. C'est ce que nous avons fait en 58, 59, bien sûr, le 4 janvier 59. Et ça a été un élément d'accélération de l'histoire à l'époque. Donc, ce ne sont pas des pillards. Déjà, et culturellement parlant, intellectuellement parlant... Pourtant, c'est l'argument qui est utilisé. Oui, mais justement, là, il faut saluer les initiatives de Radio Mangembo parce que Mangembo se fait un espace médiatique d'élaboration critique d'instruments culturels qui permettent aux auditeurs, aux téléspectateurs, de ne pas subir les événements, les informations, mais de les dominer pour comprendre les enjeux véritables de ce qui se passe. Oui. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le peuple congolais répond à l'initiative historique. Le peuple congolais refuse l'arbitraire. Le peuple congolais, parce que le champ politique en 57 a été construit par les Congolais, contrairement aux colonies françaises, qui avaient déjà des députés à l'Assemblée nationale ici depuis 46-47, nous, on n'en avait pas. Il a fallu 57 pour que nous ayons des mandataires communaux. Donc, c'est nous-mêmes qui avons créé les champs politiques. Et donc, ça reste notre propriété, mais qui a été confisquée parce qu'il y a eu des interventions militaires étrangères en 96-97 pour changer un ordre politique qui nous avait été aussi imposé dans le cadre de la guerre froide. Donc, d'un régime à l'autre, nous avons toujours été exclus du champ politique et maintenant nous voulons revenir dans le champ politique parce qu'il nous appartient à nous-mêmes Congolais de façonner le devenir de notre pays. Et évidemment, Congo à venir, c'est ce que l'on va écouter parce que justement, quand ce jour arrive, il est arrivé. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi.
nyonso tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku. Anissé Moubé, justement, 3 jours qui vont rester dans les mémoires de Congolais. Pendant 3 jours, le 19, le 20 et le 21, la jeunesse congolaise a pris la rue, pas seulement à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur. Et en tête, ce sont les étudiants. L'engagement étudiantin est-il un gage pour la réussite d'une action politique? Bon, d'abord, il y a trois observations. D'abord, l'engagement intellectuel des étudiants au Congo ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, sous l'époque coloniale, alors que il était difficile aux étudiants congolais de venir étudier en Belgique. Ici en France, les étudiants des anciennes colonies françaises se sont constitués depuis 1950 dans la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. En Grande-Bretagne, c'est déjà depuis 1925 qu'il y avait l'association des étudiants africains de l'Afrique de l'Ouest, donc Sierra Leone, Ghana Nigeria. Bon. Bien que ce n'est qu'en 61 qu'à Kinshasa s'est constitué l'UGEC. Mais bien que l'UGEC se soit constitué en retard, les étudiants congolais ont toujours eu un engagement intellectuel pour ce qui concerne le pays, puisque c'est en 58 déjà, ils ont protesté lorsque le gouvernement belge va envoyer un groupe de travail au Congo, alors qu'il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas de Congolais dans le groupe. Bon. Et puis, c'est grâce à eux que s'est constitué le Front commun en Belgique pendant la table ronde. Et au Congo, à partir de 68, lorsque, face à l'hégémonie du parti unique, les MPR, le mouvement étudiant va pratiquement être un des rares interlocuteurs qui s'opposent contre-pouvoir, oui. Puisque les syndicats ont été fusionnés, il ne restait plus que le mouvement étudiant et l'Église catholique. Si bien que cette opposition au régime Mobutu va connaître un pic en 69 avec le massacre des étudiants dans les rues de Kinshasa, et 2 ans après, lorsque les étudiants vont commémorer les camarades tombés en 69, ils vont être embrigadés dans l'armée. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je dis, c'est dans la continuité des luttes étudiantes depuis 1958-59. Et deuxièmement, si cela peut contribuer à enrichir le débat parce qu'il y a plusieurs volets dans ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr. Il y a ces volets politiques, il y a ces volets de lutte, mais il doit aussi avoir un volet intellectuel pour que les gens comprennent les véritables enjeux. Et j'ajouterais aussi un volet d'ordre financier, c'est-à-dire qu'il est grand temps que les Congolais, et ça c'est de la responsabilité des Congolais vivant en diaspora, il est grand temps que les Congolais puissent financièrement s'organiser pour constituer des véritables fonds leur permettant de participer prochainement à l'organisation des élections, puisqu'il faut beaucoup d'argent, ça c'est un, et puis deuxièmement aussi, beaucoup d'argent pour que après, puisque oui, Kabila doit partir. Oui. Nous apprenons aujourd'hui que le Sénat décide de ne pas coupler l'organisation de recensement avec les élections et que les élections doivent avoir lieu à la date constitutionnelle. Il faut respecter la Constitution. Oui. Ce qui veut dire qu'il y aura des élections, et que lui ne peut plus se représenter, donc il y aura une nouvelle équipe reste à savoir. Mais alors, tout cela demande d'être bien organisé. Il faut de l'argent pour organiser les élections, et aussi il faut que petit à petit, sur le plan économique, les Congolais commence à reprendre en main les grands secteurs économiques de notre pays pour que nous ne soyons plus dépendants des autres, parce que quand économiquement, financièrement, on est dépendant des autres, politiquement, ils peuvent aussi vous imposer des choses. Bien sûr. Donc il y a... La main qui donne toujours au-dessus. Je pense que le diaspora congolaise de France, de Belgique, du Canada, des États-Unis, d'Allemagne, doivent s'organiser aussi autour de ce 3 pôles, de pôles intellectuels, parce qu'il faut maintenant aussi investir le média. C'est ce que d'ailleurs préconise le collectif des journalistes congolais qui s'est réuni hier à l'initiative de M. James Mubu et Lilo Miango pour que les Congolais, en tout cas les
journalistes congolais en France et dans d'autres pays commencent à investir les médias pour rectifier, pour corriger et donner une information qui reflète les réalités du pays et surtout les réalités, les véritables enjeux des luttes auxquelles nous assistons actuellement. Monsieur Anissé Mobé, nous avons commencé cet entretien en rappelant que le premier papier qui nous sert de fil conducteur a été publié après les élections de 2011. Aujourd'hui, la pomme de discorde entre l'opposition et la majorité au Congo, c'est bien sûr encore cette loi électorale qu'on a essayé, au début on parlait de révision de constitution, mais on a repris une petite loi à côté qui là encore devrait être une sorte d'entorse. Mais si on doit aller aux élections, il faut quand même que quelque part les Congolais sachent pourquoi ils votent et que ce ne soit pas en tout cas un alibi pour ceux qui veulent confisquer le pouvoir. Vous dites aujourd'hui que M. Kabila ne va pas se représenter, mais de plus en plus de voix montent pour qu'il déclare solennellement qu'il ne se présente pas, sinon, eh bien, qu'il dégage. Est-ce que amener le combat sur ce terrain, est-ce le bon moment? N'est-ce pas une erreur aussi de la part de ceux qui combattent Kabila? Bon, vous avez fait allusion et à la majorité actuelle et à l'opposition. Oui. Déjà, au sein de la majorité, il y a des fissures. C'est vrai. Bon, ça c'est un. Et puis, au sein de l'opposition, il faut savoir aussi pourquoi tel est dans l'opposition et qu'est-ce qu'il propose dans l'opposition par rapport au devenir du pays. Oui. Mais vous avez oublié de mentionner le peuple congolais. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas dans la majorité parce qu'ils considèrent que cette majorité est une majorité tronquée, est une majorité... Mais attention pour ce peuple congolais, pour ne citer que Colonel Brackman qui a commis un papier récemment qui disait, voilà, Joseph Kabila, le mal-aimé de ces Congolais, pourtant... il aurait dû l'aimer vu ce qu'il a fait. Donc quelque part, le regard que l'on porte sur ce peuple congolais est assez curieux. Curieux pour celui qui ne connaît pas le Congolais, qui ne connaît pas très bien le Congolais. Qualifier Kabila de mal-aimé, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Les guides, Mobutu Sese Seko, disaient, quand on a un peuple comme le mien, je ne dois rien à ce peuple, le peuple me doit tout. Oui. Non. Tu vois, quand je parle de prise au piège, tous ceux qui ont méprisé les Congolais se sont retrouvés dans la même situation que Kabila aujourd'hui, en commençant par Léopold II. Donc, il ne faut jamais mépriser les peuples congolais, il faut jamais les minimiser. Donc, ce peuple qu'on présente comme le fêtard qui ne pense pas à la vie politique, ça veut dire que c'est un vrai camouflet à la fois pour l'opposition, comme vous dites, et la majorité, parce que là, le peuple congolais demande à prendre sa place. Bon, donc, en tout cas, ça nous renvoie à un problème de fond. À quoi sert la politique? Qu'est-ce qu'on entend par politique? Qu'est-ce qu'on entend par faire la politique? Donc, je pense que la tragédie que nous vivons, c'est à la fois un échec des stratégies occidentales et aussi une faillite de certaines élites politiques et de certaines élites universitaires cooptées dans les allées du pouvoir. Donc, par conséquent, les combats que nous devons mener, c'est à la fois un combat politique, dans toute sa dimension, dans ses multiples dimensions, dimensions et institutionnelles, sur le plan aussi de la gestion des ressources publiques, mais c'est aussi un combat intellectuel au sens où il faut de l'intelligence politique, il nous faut recréer l'intelligence du politique. Les gens doivent savoir pourquoi ils font de la politique et enfin, surtout promouvoir les conditions de l'exercice d'une citoyenneté responsable. Donc voilà ce qui, aujourd'hui, c'est un long combat, mais il faut le commencer. Et c'est, je dirais, tout à l'honneur de Radio Mangem, je le répète encore, que de pouvoir organiser ces entretiens pour qu'effectivement les gens ne se posent plus de fausses questions, mais se posent de bonnes questions et trouvent en eux-mêmes, grâce peut-être aux matériaux culturels diffusés par Mangembo, des éléments de réponse et demain des éléments d'engagement aussi bien au pays qu'ici. Parce qu'ici aussi, il y a moyen de pouvoir politiquement s'engager pour le plus grand bien du Congo et des Congolais. Merci Anissé Mobé. Merci beaucoup.